Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous avoir en ligne ce matin. Je m'appelle Morgane Bess, je suis chef de projet bâtiment durable chez Ecopolis. Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour la construction et l'aménagement durable. Notre mission, c'est de favoriser, d'encourager le changement des pratiques pour un monde plus soutenable. Les petits déjeuners techniques pour lesquels nous sommes rassemblés ce matin, c'est un format que nous avons lancé au printemps dernier, dédié à des retours d'expérience opérationnels. Le concept est simple, en 1 heure, vous venez écouter nos experts invités et puis vous repartez avec des solutions et des réponses à vos questions. Le cycle de cet automne a pour thème la gestion de l'eau sous toutes ses formes, gestion des eaux pluviales, réduction du besoin en eau potable et valorisation des eaux usées. Le 28 octobre dernier, nous étions déjà réunis pour parler de gestion des eaux pluviales à la parcelle, pour privilégier l'infiltration et l'abattement des eaux pluviales afin de limiter les rejets au réseau. Vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur notre page LinkedIn. Ce matin, nous sommes réunis pour aborder le thème de la collecte et de la valorisation des eaux grises et des eaux pluviales pour des usages intérieurs au bâtiment. Et donc pour nous éclairer sur ce sujet sont à mes côtés 2 experts que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Charlie Dupérier de la VOAT de France. Bonjour, Jean-François Papot, directeur de Visea. Merci à tous les 2 d'être parmi nous ce matin. Donc le petit déjeuner technique va être dissocié en 2 temps de présentation. On va d'abord avoir Charlie Dupérier qui va commencer par nous présenter le contexte réglementaire et les usages autorisés. Et puis Jean-François Papot nous partagera des retours d'expérience issus d'opérations sur lesquelles le bureau d'études Visea est intervenu en maîtrise d'œuvre, mais aussi un retour d'expérience en tant qu'usager, puisque les locaux de travail de Visea sont équipés d'une collecte des eaux pluviales pour alimenter les sanitaires. Cher public, vous aurez 2 temps d'échange ce matin avec nos interlocuteurs, nos intervenants. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, elles me seront relayées et on pourra ainsi les poser aux intervenants. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Je passe la parole à Charlie Dupérier pour démarrer les échanges. Merci. Donc, comme dit, je vais vous résumer le contexte réglementaire qui encadre la valorisation des eaux de pluie et la valorisation des eaux grises à l'intérieur des bâtiments. Alors, si on fait un rapide rappel du contexte, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce contexte de changement climatique, on a des tensions qui sont de plus en plus importantes sur la ressource en eau, avec une multiplication de tout ce qui va être conflit d'usage. Et ces dernières années, c'est donc développé un intérêt grandissant pour la valorisation des eaux qu'on appelle non conventionnelles. Et c'est quelque chose qui a été rappelé. Donc c'est une des conclusions importantes des assises de l'eau qui se sont tenues en 2018 et 2019. C'est également un item important de la loi de 2020 relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Et c'est également une action du plan d'action gestion durable des eaux pluviales de novembre 2021. Alors, cette valorisation des eaux non conventionnelles se développe, mais elle s'inscrit dans un cadre réglementaire qui est toujours en construction et qui est différent selon les 2 types d'eau, comme on va le voir. Alors, quelques définitions pour commencer. Donc, selon l'arrêté 2015 qui encadre l'assainissement, les eaux pluviales sont des eaux de ruissellement qui résultent des précipitations atmosphériques. Et l'arrêté de 2008 sur la récupération des eaux de pluie précise que ces eaux dites de pluie sont des eaux pluviales collectées à l'aval d'une toiture non accessible au public. Alors, les eaux grises, quant à elles, sont des eaux qu'on appelle également les eaux ménagères. Ce sont les eaux qui sont issues des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-linges, des éviers et des lave-vaisselle. Quelque chose qui est important, c'est que ce sont des eaux usées, même si elles sont peu chargées en polluants. Elles sont habituellement collectées par un réseau et dirigées vers un dispositif d'assainissement. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soit les eaux de pluie ou les eaux grises, ce sont des eaux qui ne sont pas potables et la valorisation réglementaire est encadrée, mais de façon différente pour ces 2 types d'eau. Alors, pour commencer, la valorisation des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments, elle est encadrée par un arrêté de 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Alors, ce matin, je ne vais pas vous parler de l'extérieur des bâtiments, mais uniquement à l'intérieur. L'objectif de cet arrêté, c'est vraiment réussir à concilier la nécessité de répondre
à l'engouement pour la récupération et l'utilisation de ces eaux de pluie, tout en garantissant la sécurité sanitaire des utilisateurs pour une eau qui n'est pas potable, je vous le rappelle. Alors cet arrêté, donc, il fixe les eaux de pluie autorisées, les usages autorisés, les bâtiments concernés, les principales règles techniques applicables, les prescriptions d'entretien et de suivi, et les modalités de déclaration et de contrôle. Donc ce matin, je vais vous faire un résumé de cet arrêté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter directement le texte, il peut y avoir quelques détails complémentaires. Cet arrêté de 2008, il est complété par un autre arrêté qui lui va plutôt fixer les modalités de contrôle des ouvrages de récupération et de valorisation. Alors au niveau de l'usage des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments, il n'est autorisé que pour des usages domestiques et bien sûr en dehors de toute consommation alimentaire. Les usages autorisés, donc ça va être remplir la chasse d'eau des WC, laver les sols et à titre expérimental laver le linge à condition qu'il y ait un dispositif de traitement adapté de ces eaux. L'utilisation des eaux de pluie à l'intérieur des bâtiments est par contre complètement proscrite dans tout ce qui va être établissements de santé, établissements sociaux, médico-sociaux ou d'hébergement de personnes âgées. Également dans les cabinets médicaux, cabinets dentaires, laboratoires d'analyse médicale ou de transfusion sanguine. Également les crèches et les écoles élémentaires et maternelles. Alors, l'arrêté fixe également des prescriptions sur l'installation de récupération et de valorisation des eaux de pluie. Donc, comme dit dans la définition des eaux de pluie, elles ne peuvent provenir que de toitures qui ne sont pas accessibles en dehors, bien sûr, des opérations de maintenance éventuelles. La récupération elle est strictement interdite pour les eaux qui ruisselleraient sur des toitures en plomb ou en amiante ciment pour éviter toute contamination. Le stockage de ces eaux il doit être fait dans une cuve qui est enterrée ou hors sol et aucun produit antigène ne doit être appliqué dans la cuve. Cet équipement de récupération et de valorisation des eaux de pluie, s'il est raccordé à un réseau d'assainissement collectif, il doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration d'usage en mairie. Clairement, cette déclaration, c'est que ces eaux vont utiliser un service d'assainissement qui a un coût pour la collectivité, donc ça permet à la collectivité de derrière appliquer la redevance pour l'assainissement collectif. Alors cette déclaration, elle est assez simple, elle doit comporter l'identification des bâtiments concernés et une évaluation du volume utilisé à l'intérieur des bâtiments. L'arrêté, il a également des prescriptions sur la sécurité de l'installation, en particulier pour garantir la sécurité sanitaire. Donc, en cas d'utilisation d'eau de pluie à l'intérieur des bâtiments, l'ensemble des robinets d'accès doivent être clairement identifiés. Cette identification, elle passe par la position de plaques avec la mention eau non potable et un pictogramme explicite à côté de chaque point de soutirage, mais également de chaque WC qui va utiliser cette eau de pluie. L'ensemble des robinets de soutirage d'eau de pluie ils doivent pouvoir être verrouillés à l'aide d'un outil qui ne doit pas rester à côté du robinet assez logiquement. Il est également interdit d'installer des robinets qui distribuent cette eau de pluie dans une pièce où se trouvent des robinets qui distribuent l'eau potable pour éviter des erreurs de la part des utilisateurs. Alors il y a quand même des exceptions à ça, c'est si ces robinets de soutirage ils se situent dans des caves, dans des garages ou dans des bâtiments annexes. Au niveau de l'entretien et du suivi des installations, il y a des obligations à respecter pour l'exploitant. Donc il doit entretenir les équipements de récupération à échéance régulière. Donc c'est au minimum 2 fois par an vérifier la propreté des équipements, la présence de l'ensemble des plaques signalétiques. Vérifier également qu'il n'y ait pas eu entre-temps une connexion entre le réseau d'eau potable et le réseau d'eau de pluie. Et au minimum 1 fois par an, il faut nettoyer les filtres, la vidange de la cuve, et également nettoyer la cuve en elle-même et la désinfecter. Il faut également vérifier l'ensemble des vannes et des robinets de soutirage.
l'ensemble de ces opérations d'entretien et de suivi, elles doivent être consignées dans un carnet de suivi sanitaire. Et pour l'exploitant, il y a enfin une obligation d'information de l'ensemble des usagers, de l'ensemble des habitants des bâtiments concernés sur la présence de ce système de récupération des eaux de pluie. Donc c'est une information en particulier des locataires pour les bailleurs ou alors des éventuels acheteurs comme je vous le disais, donc, le dispositif de récupération des eaux de pluie peut faire l'objet de contrôles. Ces contrôles ils sont opérés par le service qui est en charge de l'alimentation en eau potable sur le territoire. Les éventuels frais de contrôle ils peuvent être répercutés à la charge du propriétaire ou du gestionnaire. Et en cas de risque de contamination pour le réseau d'alimentation en eau potable, il y a une obligation de mise en conformité des équipements. Alors, je vais maintenant vous parler de la valorisation des eaux grises à l'intérieur des bâtiments. Alors, vous allez voir, il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits avec la valorisation des eaux de pluie, même si c'est dans un contexte différent et un fonctionnement des autorisations qui va être différent. Alors, voilà, je vous le rappelle, les eaux grises, c'est bien des eaux usées. Il y a donc un danger de contamination chimique ou microbiologique à leur valorisation. Aujourd'hui, la réutilisation des eaux usées traitées, elle n'est possible que pour les eaux qui sont traitées dans une station d'épuration urbaine d'une collectivité ou alors d'un industriel et sous condition. En clair, la valorisation des eaux grises aujourd'hui, elle n'est théoriquement pas autorisée à l'intérieur des bâtiments et c'est quelque chose qui est rappelé dans le Code de la santé publique. Mais si je suis venu vous en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des possibilités. Une demande de dérogation est possible auprès de l'ARS du département pour les eaux grises traitées et cette dérogation elle peut être donnée par le préfet. Pour encadrer cette dérogation, l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a rédigé un avis en février 2015 qui va analyser les risques sanitaires liés à la réutilisation des eaux grises pour des usages domestiques et qui émet un certain nombre de préconisations à respecter pour pouvoir avoir cette dérogation. Alors, les principales prescriptions de l'avis de l'ANSES que je vais vous présenter maintenant. Donc, déjà, les eaux grises brutes ne peuvent pas faire l'objet d'une réutilisation. Il faut vraiment qu'il y ait un traitement préalable approprié, tout ça pour abattre les pollutions chimiques et microbiologiques à un risque sanitaire qui soit nul ou très faible. Les eaux grises qui peuvent être réutilisées, elles ne peuvent provenir que des douches, des baignoires, des lavabos, des lave-linges et uniquement si leurs caractéristiques sont compatibles à une valorisation sans risque après traitement. Alors, ces eaux grises, leur valorisation peut être envisagée dans les bâtiments à usage d'habitation, qu'ils soient collectifs ou individuels, dans les bâtiments recevant du public ou les bâtiments à vocation tertiaire. Mais là encore, on a une liste de bâtiments pour lesquels cette valorisation est exclue. C'est la même liste que pour la valorisation des eaux de pluie, donc les établissements de santé, médicaux, paramédicaux, d'hébergement de personnes âgées, les cabinets médicaux dentaires, les laboratoires d'analyse médicale et de transfusion sanguine, et les crèches, les écoles maternelles et les écoles élémentaires. Alors, l'avis de l'ANSES, en l'état des connaissances, il va fixer des limites de qualité pour que ces eaux usées puissent être réutilisées. Selon ces limites de qualité, en l'état actuel, ces eaux grises ne peuvent être utilisées que pour alimenter les chasseaux des toilettes. Alors voilà, dans le tableau après, donc, on a ces limites de qualité qui sont vraiment très exigeantes, en particulier sur les paramètres microbiologiques où il ne faut pas de détection. Donc, comme je vous le disais, ces eaux grises elles doivent subir un traitement qui
qui doit être adapté à la qualité des eaux grises brutes pour permettre l'abattement de la pollution chimique et la désinfection. Alors ce traitement approprié va vraiment dépendre de chaque projet et il doit être adapté à la qualité des eaux brutes. L'avis de l'ANSES il émet également des prescriptions sur le réseau de collecte et de distribution. Alors le réseau il doit être entièrement indépendant du réseau d'alimentation d'eau potable. Le réseau d'alimentation d'eau potable il doit également être équipé d'un système pour éviter tous les retours et toute possible contamination. Donc c'est par exemple un système de disconnexion. Le réseau d'eau grise traitée il doit être identifié par une signalétique adaptée, donc ça va être une couleur de canalisation différente, ça va également être la position d'avertissement, les fameuses plaques eau non potable. Et enfin, l'ensemble du système de valorisation il doit être équipé d'un court-circuit pour pouvoir évacuer les eaux grises traitées vers le réseau d'eau usée en cas de dysfonctionnement du système. Alors, on a également d'autres recommandations de conception. Donc déjà, tous les points de puisage, donc les robinets de puisage sont strictement interdits à l'intérieur des bâtiments, y compris directement sur l'arrivée de l'alimentation de la chasse d'eau. Les eaux grises doivent être traitées en moins de 90 minutes après leur production. Et leur stockage doit être inférieur à 48 heures, y compris dans les réservoirs des chasses d'eau. En cas de non-utilisation prolongée du système de valorisation, il doit être entièrement vidangé avant sa remise en service. Alors l'avis de l'ANSES il fait également des prescriptions sur le contrôle des installations. Donc à différents points de puisage, il doit y avoir des analyses qui doivent être effectuées par un laboratoire COFRAC avant la mise en service de l'installation, mais également régulièrement au cours de la vie de l'installation. L'exploitant doit également inspecter et entretenir son système de valorisation un minimum 2 fois par an, et ce suivi doit être consigné dans un carnet de suivi sanitaire. Alors là également, comme pour les eaux de pluie, il y a une obligation d'information des utilisateurs du bâtiment. Donc il faut les informer qu'il y a bien l'existence de ce système de valorisation des eaux grises, qu'il y a des risques sanitaires qui existent, et il y a également une obligation d'informer ou de former sur les bonnes pratiques. Alors c'est par exemple former les intervenants à ne pas déverser certains produits, certains effluents dans les lavabos, ce qui conduirait à ne pas pouvoir garantir la sécurité sanitaire des eaux après traitement. Au niveau de l'instruction de la demande de dérogation, cette demande de dérogation elle doit être faite auprès de l'ARS du département, et dans la demande il faut justifier l'ensemble des éléments pour répondre aux préconisations de l'avis de l'ANSES. Cette dérogation elle sera actée par arrêté préfectoral d'autorisation après un avis du CODERST. Alors le CODERST c'est le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. C'est important cet avis du CODERST parce que ça va rallonger légèrement les délais d'instruction, donc c'est à prendre en compte dans la conception du projet. Alors pour plus d'informations sur toute cette partie eau grise, je vous invite à prendre contact directement avec l'ARS de votre département. Je vous remercie. Merci beaucoup Charlie. Donc on a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Vous avez effectivement évoqué la nécessité de traiter les eaux grises avant réemploi. Est-ce qu'il est également nécessaire de traiter les eaux pluviales avant récupération et réutilisation? Alors, les eaux pluviales, il n'y a pas une exigence de traitement comparable aux eaux grises. Par contre, je vous invite à consulter l'arrêté. Il y a quand même des obligations d'installer des filtres en amont de la cuve, par exemple. Ok. Après, on a quelques questions dans un contexte de projet de groupe scolaire, notamment sur le périmètre de ce qu'on appelle usage intérieur. Est-ce que si on récupère les eaux pluviales pour arroser les cours d'école extérieures, est-ce que c'est toléré ou est-ce que ça fait partie des usages intérieurs non possibles?
Alors tout ce qui va être arrosage des espaces verts dans les cours d'école, c'est des usages extérieurs. Alors c'est quelque chose également qui est possible, qui est autorisé. Ok. Et après on a une question sur la possibilité éventuelle de déroger du coup à l'arrêté, notamment dans un contexte de groupe scolaire. Est-ce que c'est possible quand même de développer cette stratégie? Et si oui, est-ce qu'il y a une procédure particulière, donc notamment peut-être une structure à laquelle se rapprocher, des mesures de précaution, etc. Alors, si c'est un groupe scolaire qui va concerner les niveaux maternels ou élémentaires, non, c'est strictement exclu par l'arrêté. Après, si c'est pour les collèges et les lycées, c'est possible. Ok. Ensuite, sur une stratégie, on va dire, de récupération des eaux pluviales pour d'autres types de bâtiments, est-ce qu'il y a des acteurs ou des structures qu'on doit ou qu'on peut consulter dans le cadre d'une opération, par exemple, si on a un maître d'ouvrage d'un projet, qu'on souhaite développer cette démarche? Est-ce que vous avez des structures qu'il faut absolument contacter ou au contraire peut-être des structures qui peuvent accompagner ou aider les porteurs de projets? Non, là, j'ai pas de connaissances. Ok. Donc l'arrêté indique seulement la pluie des toitures non accessibles peut être récupérée. Est-ce qu'il y a là aussi des possibilités de dérogation? Donc par exemple dans un cas de figure où on aurait une cour d'école sur une toiture, une cour d'école accessible, est-ce qu'il y a quand même possibilité d'utiliser ces toitures pour réutiliser les eaux pluviales? Alors aujourd'hui non, après comme je vous le disais en introduction de ma présentation, on est quand même dans un cadre réglementaire qui se construit, qui est en évolution, mais aujourd'hui c'est exclu. Alors si vous avez ce genre de questions, moi je vous invite à prendre contact avec les services de police de l'eau, et c'est une discussion qui sera à avoir directement avec eux. Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous propose qu'on passe à la seconde partie et donc de donner la parole à Jean-François Papot. Des retours d'expérience. Rebonjour à tous. Juste quelques mots d'introduction. VISEA, Bureau d'études de développement durable. Nous, notre vocation, c'est de rendre possible la transformation de notre société pour préserver la planète. On n'est pas tout à fait sur la même échelle, même si évidemment on travaille ensemble. On a cette particularité de travailler à différentes échelles, que ce soit celle du territoire, celle de l'urbanisme, celle de la construction bien évidemment, mais aussi la transition environnementale des entreprises. Et finalement, moi, mon programme du jour, c'est d'abord de vous rappeler un peu cette philosophie de pourquoi on doit réutiliser l'eau. Pour moi, c'est pas on peut, c'est on doit réutiliser l'eau. Dans un deuxième temps, aux différentes échelles, comment on peut le décliner en tant qu'acteur, que ce soit collectivité, que ce soit urbaniste, aménageur, que ce soit maître d'ouvrage en construction, donc que ce soit d'équipements publics ou d'équipements privés. Et puis évidemment, en tant que transition environnementale des entreprises, je finirai par notre exemple, parce que les Yaka Faucon c'est sympa, mais le mettre en œuvre, ça permet de voir deux, trois petites choses qu'on n'aurait pas forcément vues, et tout n'est pas aussi simple que dans les livres. Donc voilà, c'est le programme, maintenant on va le dérouler gentiment ensemble. Donc juste, il y aura beaucoup de choses dans les slides, il y a beaucoup de textes, de mots, je ne les dirai pas tous. On va mettre à disposition à l'issue, c'est une de nos valeurs échange, donc on mettra directement le support pour que vous puissiez en prendre connaissance peut-être un peu plus finement sur les différents exemples. Premier constat, c'est qu'on manque pas d'eau en France. Il nous tombe sur la tête quelque chose comme 400 milliards de mètres cubes d'eau tous les ans sur la tête, sur lequel nous, on va finalement potabiliser 5,5 milliards mètres cubes d'eau par an, ce qui représente 150 litres par personne. Sur ces 150 litres, si on prend un peu de recul, il y a grosso modo 7% qui sont consacrés à boire et faire la cuisine. Alors évidemment que pour des raisons de sécurité, prendre une douche, on pourrait avaler quelques microgrammes d'eau en passant et donc c'est dangereux, etc. Mais il faut toujours se ramener à cette échelle-là, c'est que finalement, fondamentalement, on a potabilisé l'eau pour la boire et ce n'est qu'une portion très congrue finalement d'eau, on a vraiment besoin qu'elle soit potable. Et donc du coup, il va falloir être malin. C'est un peu ça l'enjeu. Alors, être malin, ça peut se faire à plein d'échelles. Quelle implication? Il faut qu'on soit tous impliqués. Donc l'échelle d'une collectivité, alors il y a 2-3 collectivités qui ont des doubles réseaux. Donc là je fais un petit coucou à la ville de Paris qui a un super réseau d'eau non potable et qui l'utilise énormément pour tous les besoins d'arrosage, de nettoyage, etc.
Et en même temps, si on n'a pas de double réseau, on ne va pas pouvoir l'installer. Il faut être honnête dedans, il y aurait une consommation, là on tombe sur d'autres thématiques, mais d'énergie grise, il faudrait faire un double réseau, ça serait extrêmement compliqué, donc c'est peu probable. Néanmoins, on peut être acteur en tant que collectivité, que ce soit au travers des PLU, que ce soit au travers des schémas d'assainissement. Bref, il y a plein de moyens d'être acteur, et puis il y a aussi le moyen d'être exemplaire dans ses propres équipements publics, même s'il y a la réserve pour les groupes scolaires et les collectivités, je dirais à échelle mairie, où c'est un peu plus compliqué. À l'échelle d'un aménageur, évidemment qu'on a une capacité d'influencer toute la gestion des eaux de pluie de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait, mais c'était un autre sujet, avoir une infiltration des eaux de pluie plus naturelle et moins liée au réseau. Mais on peut aussi, au travers des fiches de l'eau, au travers des prescriptions, demander, que ce soit aux moteurs de logement ou de tertiaire, de récupérer, en plus de, évidemment, la rétention qu'ils sont censés faire pour les aspects réseau. À l'échelle d'un bâtiment, là, évidemment, c'est plus simple. On peut effectivement... Alors, l'arrosage, c'est la chose auquel on pense tous, mais on va voir après que ça a ses limites. On peut évidemment nettoyer les parties communes, on peut, on l'a rappelé, l'utiliser pour les toilettes, sauf toutes les dérogations, toutes interdictions qui ont été citées, sur lesquelles on pourra revenir. Et puis, si on est vraiment un peu ambitieux, on peut aussi l'utiliser dans le lave-linge, mais on l'a vu, bon, là, ça commence à devenir un petit peu plus lourd. Donc, on va être malin, on va essayer déjà de s'occuper des choses les plus simples. Quand on a lancé, nous, un dispositif qu'on appelle TEREP, territoire à ressources positives, territoire étant à peu près toutes les échelles, territoire, vous pouvez y mettre un département, une ville, un lot, votre parcelle. L'idée, c'était d'appliquer cette sobriété, efficacité et renouvelable, donc ici réutilisation, mais à toutes les ressources, parce que toutes les ressources sont précieuses. Donc le TEREP, c'est territoire à ressources positives. Une des ressources qu'on a utilisées en premier, ou en tout cas qu'on a regardé en premier, c'était l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est précieuse, on ne s'en rend même plus compte. Il suffit de se balader un petit peu ailleurs qu'en France, ou de regarder des reportages si on veut faire attention à son impact climatique, pour s'apercevoir qu'un verre d'eau, c'est quelque chose qu'on devrait apprécier. On ne l'apprécie plus, mais on devrait l'apprécier. Donc il faut garder cette conception-là. Et donc cette sobriété, elle se traduit par tout un tas de choses qui me semble ont fait l'objet là aussi d'un autre séminaire, les replays doivent être disponibles. On peut utiliser beaucoup de systèmes hydroéconomes, rationaliser les besoins en eau, et quand je dis rationaliser les besoins en eau, c'est aussi en énergie, parce qu'on a vraiment besoin d'eau chaude dans les toilettes. C'est une question, alors que malheureusement l'augmentation du coût de l'énergie a remis en lumière, mais qui devrait simplement être naturelle. Une fois qu'on a fait toute cette économie d'eau, il faut réfléchir à comment on réutilise de l'eau. On peut se dire arroser, c'est ce que je disais, c'est une super idée. Oui, c'est une super idée, sauf que vous le constaterez tous, en gros, quand j'ai besoin d'arroser mes plantes, c'est qu'il ne pleut pas. Et s'il ne pleut pas, eh ben, ma cuve elle est vide. Et c'est un des intérêts qu'on pourra avoir de faire sa propre cuve de récupération, c'est qu'on finit par prendre conscience que, ah bah oui, tiens, il y a des saisons et il y a des moments où on n'y a pas fait attention, mais ça fait un mois qu'il n'a pas plu, ou en tout cas pas assez. Et donc, du coup, le but de cette cuve, c'est quand même d'être en eau quand vous en avez des besoins. Et donc, en fait, il va falloir toujours jouer entre l'articulation de je remplis ma cuve au maximum, mais en même temps, je la vide suffisamment pour ne pas perdre de l'eau qui viendrait à tomber, et finalement, quel besoin je peux utiliser pour avoir ce bon cycle-là. On le reverra au travers de plusieurs exemples. Mais évidemment, l'usage le plus malin, c'est les toilettes, parce que les toilettes, là aussi, c'est assez courant, on y va tous les jours, et qu'il fasse beau, qu'il pleuve, etc. Donc on va maximiser la récupération d'eau. Donc ça me permet de faire un rappel, parce que souvent il y a cette confusion-là, entre rétention et récupération, les bassins de rétention et de récupération, on peut évidemment les mixer sous des réserves, enfin, sous la limite de faire en sorte qu'il y ait toujours suffisamment de quoi mettre l'eau qui tombe et qui ne doit pas être infiltrée, donc on peut la retenir. Donc on peut, mais ces deux objets ont vocation complètement différente. Un bassin de rétention, son but c'est d'être vide pour accueillir la prochaine pluie. Un bassin de récupération, son but c'est d'être plein pour pouvoir subvenir à vos besoins en eau. Donc il va falloir dans toutes nos échelles qu'on réfléchisse bien à cette dualité, et en récupération, effectivement, il faut que la cuve, on la vide suffisamment pour pas qu'il y ait de la pluie qui tombe, qu'on ne récupère pas, mais en même temps, on en ait toujours suffisamment pour assumer nos besoins.
Et ça suppose de faire un certain nombre de précalculs, d'analyser ça, on va revoir ça dans les différents éléments. Donc, je vous le disais, à l'échelle d'une collectivité, on peut évidemment, alors là ça commence à être écrit, donc je vais prendre mes notes, je vous prie de m'excuser, mais on peut, alors quelques exemples, Dijon Métropole en premier lieu, qui lui l'inscrit dans ses zonages pluviaux et inscrit la possibilité de justement faire ces doubles cuves de stockage-rétention. Encore une fois, la cuve de récupération, ça doit être une cuve. Tout ce qu'on peut retenir sans avoir besoin de mettre de béton ou de polypropylène, etc., et donc de faire des récupérations à l'échelle paysagère, est évidemment plutôt à prescrire. Néanmoins, donc Dijon Métropole inscrit cette possibilité dans son PLU, le réaffirme et indique même qu'on peut lier les deux, puisque parfois c'est quand même plus simple de lier les deux. Alors ils mettent les réserves et ils remettent les modes de calcul. On retrouve évidemment, parce qu'on les retrouve souvent dans ces thématiques-là, la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, qui elle aussi l'inscrit dans les possibilités, dans même les encouragements qui doivent être faits. Et elle aussi réinsiste sur cette notion réutilisation-récupération, mais, il est bien évident que c'est parce que quelque part on est encouragé à le faire au travers d'un PLU qu'on va avoir en tant qu'aménageur, PLUI en l'occurrence, en tant qu'aménageur l'envie de repousser la chose dans ses actes, dans ses aménagements, puis en tant que maître d'ouvrage se dire bah oui c'est faisable. C'est vrai que la loi est plutôt dans vous n'avez pas le droit de faire, et moi mon objectif aujourd'hui c'est de dire on doit pouvoir faire des choses. Il faut se conformer évidemment aux réglementations, parce que d'abord sinon c'est pas bien et on se fait interdire, donc ça n'a pas de sens. Et en même temps, la loi doit évoluer. C'est un autre sujet, on y reviendra, mais la loi doit évoluer pour être plus aussi dans la double injonction, garantir la sécurité sanitaire et en même temps se dire que l'eau est précieuse et quand on n'en aura plus assez ou qu'on potabilise, parce qu'à chaque fois qu'on potabilise, on rajoute quand même un peu de chimie à cette eau-là, et donc quelque part on pollue ou on est obligé de dépolluer, on pollue soit en direct soit en indirect. Des exemples qui sont là, qui pourraient être applicables à peu près par n'importe qui, que ce soit un aménageur, c'est écrit très petit, donc on vous enverra encore une fois les slides, ne cherchez pas à les lire, peut-être à l'écran vous pouvez les lire, mais c'est des exemples de réutilisation qui peuvent être mis dans des PLU en tant qu'exemple, c'est le cas ici, qui peuvent être mis dans des règlements de ZAC en termes d'exemple aussi. C'est finalement tout ce travail sur cette cuve, comment on va la récupérer. Donc là ici, on se positionne dans une hypothèse d'école d'une mairie qui a besoin de récupérer de l'eau pour nettoyer avec des camions typiquement les rues. Alors elle a quelques caractéristiques, elle a beaucoup de toitures, 2600 m² de toiture qu'elle peut réutiliser. Ils ont mis en place deux cuves qui font à peu près 6 m3, donc on se dit c'est pas si énorme que ça. Mais avec ces 2600 m² de toiture, finalement, ils arrivent à utiliser énormément d'eau par jour, et ils arrivent à économiser 1587 m3 d'eau par an, qui n'est pas de l'eau potable, mais qui est de l'eau récupérée. Donc c'est des exemples, vous avez les différents calculs, etc., qui permettent de dimensionner bien justement entre ce qu'à l'amont on doit récupérer pour remplir cette cuve, tout en sachant qu'à l'aval, on vient consommer tous les jours un peu d'eau. Enfin, un peu, étant là un euphémisme, parce que 1600 m3 par an, on voit bien que c'est quelque chose d'important. Je vous le disais, à l'échelle urbaine, on peut aussi donner envie. Donc là, c'est l'exemple de la ZAC des Baeurs à Noisy-le-Grand, avec la Socarène qu'on accompagne, et qui sur le lot M5.2, demande à ce qu'une étude de faisabilité soit soumise et inscrit ça comme étant une ambition et de la ville, de l'aménageur et de l'ensemble des acteurs de développer cette récupération d'eau en fléchant au maximum vers les toilettes pour les raisons que j'ai évoquées. À défaut, évidemment, on peut toujours, ça reste intelligent de gérer le nettoyage des parties communes ou l'arrosage, mais on revient toujours sur cette idée qu'il faut quand même utiliser au maximum l'eau, parce que sinon la
cuve est pleine quand on n'a pas besoin d'arroser, la cuve est vide quand on a besoin d'arroser. Un autre exemple, un retour d'expérience cette fois sur Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison où effectivement c'était inscrit dans les demandes de la ville et de l'aménageur de développer cette récupération d'eau et où le lot que Adim Atland ont porté en tant que maître d'ouvrage a mis en place cette récupération d'eau. Donc là ce sont 11 mètres cubes de cuves qui permettent là aussi d'arroser. Donc là pour le coup il y a des vrais espaces verts et une vraie utilisation d'eau. Enfin, on a un volume qui permet de définir une logique à la chose et puis pour aussi les espaces communs. Dans ce cas, pas de réutilisation pour les toilettes. Alors un exemple d'équipement public qui commence un peu à dater pour nous, c'était à HR, c'est le collège Camille de Gast, il me semble, qui continue de communiquer. On a livré ça en 2013, 12 ou 2013, et qui toujours, j'ai été voir leur site internet pour faire la présentation et je me suis aperçu avec plaisir que c'était toujours en première page du site internet du collège, sur le fait qu'il soit HQE, etc., mais aussi cette récupération d'eau. Ce qui est intéressant ici, c'est que, alors on est effectivement sur des enfants qui sont censés plus boire dans les toilettes. On pourrait discuter si en élémentaire, vraiment ils se précipitent tous pour boire dans les toilettes, mais c'est encore un autre sujet, là c'est donc un usage légal. Par contre, on est tombé, quand on est repassé, parce qu'on avait avec le collège tout de suite prévu, enfin avec le département 78, tout de suite prévu de repasser 1 an et 2 ans après pour voir comment tout ça marchait, on s'est aperçu que quand on était branché sur l'eau de pluie, on consommait plus d'eau. Une petite enquête assez simple à faire a permis de voir qu'il y avait probablement des résidus, surtout dans les premières années de matériaux qui se dissolvaient dans l'eau et qui faisaient que l'eau était un peu teintée. Et donc les enfants avaient une certaine tendance à rappuyer sur la chasse et donc voilà, assez logiquement on consommait à peu près 2 fois plus. Alors ça se règle très bien, si ça vous arrive un jour ça se règle très bien, vous remettez une petite affichette, vous reprévenez les élèves, vous refaites une petite campagne de sensibilisation. C'est quand même quelque chose à avoir en tête. On peut éventuellement, mais à mon avis on perd un peu de la superbe, colorer l'eau quand elle est de l'eau de pluie. À mon avis on perd un peu de sens parce qu'on vient rajouter quelque chose qui sera évidemment neutre pour la santé, mais bon, voilà, on ajoute quelque chose. Encore une fois, on communique, on recommunique, on explique aux enfants que voilà, c'est un peu gris, mais c'est normal. Et ça nous est arrivé, nous aussi, dans nos locaux, on a vu la même chose. Là aussi, on a recommuniqué et c'est pas un souci. Un autre exemple, voilà, le collège Pasteur, futur collège Pasteur à Celles-Saint-Cloud, là on accompagne la maîtrise d'ouvrage. Et on a travaillé sur le programme sur cette récupération et là où c'est super, c'est que la maîtrise d'œuvre a super bien réagi et elle-même a fait ses calculs. Alors vous voyez quelques graphiques qu'ils ont fait, hein, donc, qui permettent de voir comment on peut arriver à 33% de couverture des besoins en eau pour les toilettes tout au long de l'année. Alors un collège c'est encore un peu différent, l'été ils y sont un peu moins, c'est assez souvent l'été, mais pas que. Là, ces temps-ci, notre cuve était vide il y a 1 semaine. On ne s'en rend pas forcément compte parce que depuis, on a eu 1 semaine de pluie. Donc, ils ont toujours le fait de ne pas être pendant la période estivale, ou en tout cas juillet-août, à utiliser leurs toilettes quand il y en a besoin. Mais ça représente déjà 250 mètres cubes par an. Et donc ça, c'est quand même, ça commence à compter 250 mètres cubes par an. Et donc c'est important de savoir et de le rendre possible, peut-être demain un jour dans les groupes élémentaires, mais ça je vous invite non seulement à vous rapprocher des services de la police de l'eau, mais aussi à ne pas hésiter à envoyer des petits courriers à votre député, à votre sénateur. Voilà, je pense qu'on peut faire évoluer, c'était le message changeons les choses. Ça c'est fait. Un exemple à Grigny aussi dans le 91, plus vieux, où là on commence à avoir des notions de temps de retour sur investissement. Alors je vais décevoir tout le monde, le temps de retour sur investissement n'est pas bon. C'est valable pour notre installation, c'est valable pour toutes les installations. Quiconque essaye de vous dire que vous allez faire des économies, soit préjuge du fait que l'eau va beaucoup augmenter, ce qui serait possible dans le futur,
soit c'est un peu des carabistouilles. On parle de trentaine d'années. Après, tout n'est pas que économique. Heureusement, tout ne doit pas être qu'économique. Il y a aussi une vertu du symbole, et il y a une vertu de l'eau n'est pas chère aujourd'hui parce qu'on ne paye pas l'eau en soi. On paye le traitement sur l'eau, on paye éventuellement des droits de forage, mais l'eau n'a pas de valeur. On a décidé en économie un jour que toutes les ressources étaient gratuites. C'est valable pour le pétrole, c'est valable pour l'eau. Donc c'est un peu une hérésie. Donc c'est charge à nous chacun de faire son propre temps de retour sur investissement qui n'est pas que économique. On ne partira pas avec nos lingots. Par contre, on partira en laissant une planète dans l'état où elle sera. Donc Grigny, ils ont fait des économies significatives puisque c'était entre 2003 et 2006 512 mètres cubes. Donc là aussi c'est signifiant. Par contre, les investissements de l'époque, donc attention aux chiffres, l'époque, je pense on avait un peu moins l'habitude parce qu'on parle de 2003, donc la conception était fin des années 2000-2000. On parle de 50 000 € d'investissement. Les temps de retour sur investissement vont être un peu compliqués puisqu'on estimait à 2 000 € d'économie par an. Donc là on commence à avoir, sur 32 mois, c'est un petit peu plus. Donc on parle bien de 30 ans de temps de retour sur investissement. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux, mais voilà, ne le faites pas pour l'argent. Je ne pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga. Et en plus, ça ne serait pas rentable si on ne le fait que pour ça. Rosny-sous-Bois, donc un groupe scolaire que j'aime bien, parce que c'est le groupe Dolto et sur lequel on est accompagnateur BDF, sur lequel on a mis en place cette récupération d'eau là aussi, avec cette ambition d'utiliser l'eau non seulement pour l'arrosage, pour le nettoyage, mais aussi pour le rafraîchissement adiabatique. On a besoin d'un peu d'eau. Donc c'est un autre usage, donc, pas de souci de sanitaire, pas de contact entre l'eau et l'air, etc. C'est juste un rafraîchissement. Mais voilà, c'est un autre usage qui est intéressant, et encore une fois, il faut être malin. Et quand il faut être malin, il faut essayer un peu tout ce qui existe, et le rafraîchissement adiabatique était une solution qui semblait intéressante à mettre en œuvre. Sur des logements, là ici c'est Altour avec Cogedim, qui on accompagne et sur lequel on a mis là aussi une cuve de récupération. Donc là il y a 350 logements, mais il y a aussi, vous le voyez un petit peu sur le plan masse, énormément d'espaces verts. Donc l'usage est vraiment lié aux espaces verts, au nettoyage des parties communes, et ça suffira. Ces 11 mètres cubes d'eau de cuves vont permettre effectivement de limiter significativement, en tout cas les besoins, pour un coût qui là devient résiduel avec le temps, et à l'échelle d'une telle opération, 350 logements, ça devient totalement epsilonesque. J'avance un petit peu vite parce que je vois que le temps défile. L'OPAC de l'Aube qui a monté cette opération pour 70 logements, là aussi récupération pour les toilettes, donc des étudiants. C'est une belle opération que je vous invite à aller voir. Voilà, dans les réserves, le retour, c'est que la maîtrise d'ouvrage le faisait pour sauver la planète, pas forcément pour faire un retour d'expérience, donc n'a pas forcément cubé, n'a pas forcément mis un indicateur pour savoir exactement combien d'eau elle récupère. Maintenant, l'usage dans les toilettes fait qu'elle maximise de manière assez naturelle l'utilisation de l'eau. Enfin, j'en viens à l'ISEA, transition environnementale des entreprises. Donc déjà, le contexte, 2 minutes de contexte. On a choisi des locaux qui promettaient, mais qui étaient une belle promesse encore à construire. Donc vous voyez sur la gauche, quand on est arrivé, toute la parcelle était, à 3 mètres carrés près, juste devant, était totalement imperméabilisée. On avait beau nous dire qu'on pouvait mettre dans la petite photo à gauche que vous voyez des gens pour travailler, ça nous semblait un petit peu étonnant, bizarre, et donc du coup mettre un jardin a été de base quelque chose qui nous semblait évident, que ce soit simplement par plaisir, mais aussi parce que on souhaitait avoir à notre niveau cette reperméabilisation des sols, et donc sur notre parcelle à nous aussi avoir ça. Et donc, un des premiers travaux qu'on a engagés, c'est de casser cette jolie photo à gauche que vous voyez, pour la remplacer par la photo à droite que vous voyez, c'est-à-dire casser la dalle, une dalle assez impressionnante. Merci encore aux compagnons, parce que j'avais un peu mal pour eux quand je les voyais, la dalle, qui ont détruit ça. Ramener un peu de terre, parce que ça faisait quand même 50 ans qu'elle était complètement compressée, ramener quelques verres de terre,
On s'est donné ce petit défi de ramener des vers de terre et qui font le boulot et qui en plus quand maintenant on creuse un peu on voit qu'ils s'y sont bien plu pour finalement avoir des végétaux. Mais alors, végétaux disaient comment on fait, etc. Et donc du coup il y avait une autre évidence, c'était cette récupération d'eau. Donc là vous voyez la cuve, là encore merci les compagnons parce que 6 mètres cubes ça a l'air de rien mais il faut quand même les poser au sol. Et qui permet finalement d'avoir une forme d'autonomie sur les 3 usages assez classiques. Nettoyage, mais en fait on s'en sert quasiment pas pour le nettoyage. Donc on a un petit robinet qui est dans le local vélo, qui est le seul robinet disponible avec la petite affichette, etc. Je fais attention parce que quand même je suis filmé à ce que je respecte la loi complètement. Mais en fait on l'utilise pas tellement. On a un autre robinet au niveau de l'arrosage, là aussi avec sa petite signalétique où quelqu'un veuille venir boire au fin fond du jardin, etc. Mais celui-là on l'utilise un petit peu plus. Alors c'est un des écueils, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a de l'eau qu'on récupère qu'il faut forcément surarroser. Moi j'ai tendance à bien aimer les pelouses vertes, mais en fait il faut aussi s'abandonner à se dire que l'été elle sera un peu moins verte. Ça fait un petit peu de la peine, mais en octobre, novembre, en général, on finit par oublier ces événements un peu malencontreux. Et puis évidemment, les toilettes. Donc on a 3 toilettes, assez classiquement hommes, femmes, handicapés mixtes, on va dire, et qui, là aussi, nous permettent d'avoir cette récupération d'eau. Donc c'est à peu près 300 mètres cubes d'eau depuis 4 ans qu'on a pu économiser. On s'aperçoit à l'usage de quoi? Que ça a plein de vertus. Ça a plein de vertus, d'abord parce qu'on fait une économie d'eau, je parle de ressources, pas d'argent, encore une fois je redonnerai des éléments de prix, mais le temps de retour sur investissement, je pense que je serai largement à la retraite, mais même les plus jeunes de mes collaborateurs seront à la retraite quand on aura fini par avoir ce retour sur investissement. Donc il y a ça évidemment. Il y a évidemment la capacité à sensibiliser et à faire exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire oui c'est possible, il faut le faire, il faut juste s'y mettre et le faire. Il y a aussi un autre aspect auquel on n'avait pas forcément pensé, c'est qu'on se reconnecte un brin à la nature, parce qu'en fait on a un système où quand il n'y a plus d'eau, il faut qu'on rebranche, débranche les différents réseaux, une forte interconnexion, attention à la loi, toujours la loi. Et donc du coup, c'est il n'y a plus d'eau. S'il n'y a plus d'eau, il faut le faire, etc. Et donc, du coup, ça nous permet de nous dire tiens, il n'a pas fait beau, mais en fait, il n'a pas plu. Ou c'est chouette, ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu, il n'y a plus d'eau. Donc, on a cet élément-là qui est important et qu'on perd en fait de vue, nous urbains, nous dans nos villes, nous dans nos bureaux d'études, dans nos calculs. On perd cette notion assez évidente que finalement, des fois, il n'y a plus d'eau et des fois, c'est pas du tout quand on croit. Typiquement, jusqu'à juillet, on n'a pas eu tant de soucis que ça. Et parfois, c'est plutôt en mars, avril qu'on a des soucis, ou en juin. Et c'est pas forcément aux périodes auxquelles on croit. Et c'est important parce que dans nos métiers, il faut toujours se reprojeter dans cette temporalité des aménagements qu'on fait et il faut toujours les localiser. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que ce que je dis n'est valable qu'en Île-de-France. C'est peut-être valable dans quelques régions autour, c'est pas le propos. Mais on est dans un climat qui est complètement différent et nous ne ferions pas du tout la même chose si on était dans le sud de la France, où les épinotes sévenols, auxquels il faudra peut-être s'habituer dans le nord bientôt, mais aujourd'hui encore sont un peu moins courants, vont totalement révolutionner la manière de faire les dimensionnements de récupération et de réutilisation. Ça reste quelque chose de contextuel et ça c'est une des vertus qu'on a vues, c'est que ça nous permet d'avoir cette conscience assez aiguë du temps qui passe, du temps qui fait. Donc là, oui, quelques éléments de retour sur investissement. Donc encore une fois, on paye soit le repas assez cher, soit on a payé trop cher nos travaux, mais un temps de retour sur investissement qui est difficilement estimable, en tout cas qui est largement supérieur à 25. Voilà en quelques mots les retours d'expérience qui ne sont pas forcément, et je tiens à le dire, je n'ai pas pris le temps de citer à chaque fois les équipes de maîtrise d'œuvre, parfois parce que je ne les connais plus, mais l'idée c'est pas de tout ramener à soi, nous on est des catalyseurs, il y a des gens dans les équipes et c'est important aussi le rôle des gens qui font ou la VRD ou la plomberie ou les maîtres d'œuvre qui acceptent ou les maîtres d'ouvrage qui prennent ce pari pas fou, enfin en tout cas qui disent tiens si on faisait de la récupération d'eau,
c'est eux qui sont à glorifier. Donc Catalyse, sur les différents exemples que j'ai pu citer, seul celui qu'on a mis en œuvre en tant que maître d'ouvrage, maître d'œuvre, machin, et utilisateur est vraiment le nôtre. Le reste, c'est une idée qui germe, le rendre possible, et c'est finalement une catalyse qui se passe bien entre un maître d'ouvrage qui dit pas bête, ok je suis d'accord pour le faire, un aménageur qui dit oui ça me semble important aussi, un maire qui dit, un maire ou un adjoint à l'urbanisme ou un adjoint à l'environnement qui dit oui il faut l'inscrire dans le PLU, et c'est tout ça qui finalement donne la possibilité ensuite de rendre possible cette petite transformation. Enfin, on a encore une fois, on n'est pas en train de parler à l'échelle planétaire c'est juste un geste presque quotidien qui, nous, les constructeurs de la ville, globalement, parce que c'est un peu le sujet d'Ecopolis, on peut faire. Donc voilà, c'est juste acceptons de le faire, et puis donnons-nous les moyens de le faire. Et troisième point, chacun d'entre nous, encore une fois, et là j'insiste, on a capacité d'écrire à notre député, on a capacité d'écrire à notre sénateur. Je pense que la loi est très restrictive, j'entends les raisons de pourquoi. Il y a quand même des sujets sur les groupes scolaires. Moi j'adorerais, et je pense qu'à 6 ans on commence à moins boire d'eau dans les toilettes. En maternelle on me dit c'est possible, je veux bien l'entendre. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on ne peut pas essayer de sensibiliser nos enfants aussi jeunes que ça. Après c'est pas un débat et je ne veux pas rentrer dans le sujet. Voilà, n'hésitez pas à solliciter les élus, ils sont là pour ça. Et faisons bouger les choses. Il y a tout un tas de projets en ce moment allons au-delà de la loi. On le fait pour l'énergie, on le fait quand le gaz augmente. L'eau est précieuse, faisons-le aussi pour l'eau. Donc je pense que si tous là qui écoutons, soit en direct, soit en replay, envoyons un petit mail, une petite lettre à notre député. Voilà, c'est pas ça le lobbying, c'est ce qu'on en fait qui est ça. Soyons lobbyistes et faisons bouger, évoluer les lois dans le respect évidemment de la santé, en l'occurrence des enfants, mais de tout le monde plus globalement. Très bien, merci beaucoup Jean-François. Je t'en prie. Donc on a quelques questions, alors peut-être que là elles peuvent être à destination de vous deux, donc n'hésitez pas à intervenir. Donc peut-être une première question qui va un peu dans le sens de la fin de votre exposé. C'est vrai que le ressenti qu'on peut avoir, nous, Ecopolis aussi, en tant que centre de ressources, c'est que finalement, cette récupération des eaux pluviales, alors peut-être pas pour tout ce qui est arrosage, nettoyage, mais justement plutôt pour les usages intérieurs, liés aux sanitaires, etc., est quand même assez peu fréquente. Est-ce que vous avez un avis sur la question de la raison pour laquelle c'est peu déployé aujourd'hui? Peut-être des leviers justement à activer. Alors, je pense qu'on est comme toutes les industries, on est une industrie de construction, on déteste faire des choses qui ne sont pas obligatoires. Enfin, en tout cas, on n'a pas forcément envie. Alors, ceux qui sont là aujourd'hui autour du webinaire sont évidemment, normalement, des gens un peu différents, qui ont envie un peu de changer les choses. Mais je pense qu'il y a cette inertie qui fait que, oui, c'est plus compliqué. Oui, à un moment, si on parle de logement, ça a un coût, donc il faut convaincre le promoteur qui, du coup, va avoir un petit surcoût au logement, donc avec des choses un peu complexes. Ça va s'infuser par les territoires, je pense. Donc ça va être de plus en plus courant. Moi, j'adorerais, quitte à avoir des lois, qu'il y en ait une qui oblige à récupérer l'eau à peu près de la même manière qu'on oblige à retenir l'eau. Parce qu'on sent bien que dans un cas, c'est pour sauvegarder le réseau de la collectivité qu'on fait ça. Dans l'autre, c'est juste pour sauver l'eau sur Terre. Alors, je vais dire sauver la planète, mes collaborateurs vont dire arrête avec cette expression. Préserver les conditions de vie sur notre planète. C'est souvent... Il manque juste la petite étincelle de début en fait. Et ça, cette petite étincelle, on peut la mettre à peu près jusqu'à la PSAPD pour revenir en construction. On peut la mettre. Est-ce qu'on a pensé à parce que en fait, le coût est marginal quand vous avez une cuve de rétention ou que vous avez sous un parking, vous pouvez toujours sous la rampe mettre une petite cuve, etc. Le coût à une échelle d'opération est assez marginal. Quand on parle de récupération pour arroser, pour nettoyer. Pour la double plomberie que ça peut engendrer, etc., le surcoût est un peu plus fort. Après, on n'est pas obligé d'être maximaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se dire j'ai 200 logements, je veux que mes 200 logements soient abreuvés. D'abord, je pense que vous n'aurez pas la cuve pour, parce que là, je vois avec 3
toilettes comme on descend l'eau, c'est compliqué. Ça peut être les rez-de-chaussée, c'est plus abordable, c'est juste à côté, etc. Ça peut être, souvent ça dépend les programmes, on peut avoir une forme de mixité entre entreprises, entre services différents. Il y a souvent, là ici, des toilettes sur le palier. Ça peut être ces toilettes-là, ça limite le nombre et en même temps on va utiliser suffisamment d'eau. Donc il y a cette notion-là, il y a l'économie évidemment, mais je crois que c'est pas à l'échelle. Quand on parle de 5 000, 10 000 euros pour une cuve, pour faire la récupération, évidemment quand on est en tant que particulier dans sa maison individuelle, c'est pas sûr que ça soit très très bien non plus, mais si on est dans sa maison individuelle ou si on est dans son logement, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est trop cher, mais à l'échelle d'une opération de 30, 50, 80, parfois 200 logements, il faut juste accepter de le faire, juste se mettre en risque dans le sens où on ne va pas faire le même DCE que d'habitude, juste il va falloir faire des dimensionnements, peut-être juste des fois il va falloir se battre un peu, ou en tout cas aller discuter avec la police de l'eau, les services de santé, etc. Alors, ouais, changer les choses, c'est toujours un petit peu plus compliqué que de faire les choses comme on les a toujours faites. Mais par contre, le monde qui vient, il va être très compliqué si on ne change pas les choses. Donc après, c'est une balance risque que je vous laisse voir. Ok. Donc après, on a des questions un peu plus techniques. Une première sur la possibilité, donc vous l'avez dit pour le rafraîchissement adiabatique, la possibilité de récupérer les eaux pluviales pour des aspects plus eau technique, si je puis dire. Est-ce que c'est le cas aussi pour les eaux de chauffage, si on a des radiateurs à eau chaude par exemple, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer soit les eaux grises, soit les eaux pluviales pour alimenter ces réseaux? Alors la possibilité technique, j'imagine que oui, même si en général c'est quand même en circuit fermé tout ça. Voilà, donc après il faudrait creuser. Après la possibilité réglementaire, je ne sais pas ce que le législateur dans son infinie sagesse a prévu, interdit, etc. Encore une fois, souvent c'est quand même en réseau plus ou moins fermé. C'est complètement pertinent. Mais je ne me suis pas assez intéressé au sujet pour répondre pleinement sur les textes de loi. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est pas prévu. À voir, c'est vrai que. Tout ce qui n'est pas prévu n'est pas interdit. Pardon. Mais sur des textes qui sont plutôt sur l'autorisation. Mais... Ok. Et du coup, sur le rafraîchissement adiabatique, donc effectivement, il n'y a pas de risque sanitaire parce que l'air ne rentre pas en contact directement avec l'eau. Mais est-ce que par contre, il est nécessaire de prévoir des traitements, notamment pour limiter l'encrassement De la même manière, en fait. De la même manière que sur le reste des eaux pluviales, de toute façon, si vos gouttières sont toutes sales, toutes crades, etc., ça ne marche pas. Donc oui, il y a des filtrations d'eau pluviale à prévoir. Je compléterai éventuellement le slide avec 2-3 éléments qui ont été liés à cette utilisation spécifique pour pas dire de bêtises là, et puis pour respecter les horaires que je vois un petit peu filer. Ok, très bien. Alors après, peut-être une question sur justement le lien avec le changement climatique. Alors je ne sais plus si vous l'avez dit, mais je ne sais plus depuis combien de temps vous êtes dans les locaux à Malakoff. Mais est-ce que vous avez pu percevoir déjà une évolution sur la disponibilité de l'eau depuis le démarrage Alors, objectivement, non. Pourquoi? Parce qu'on y est depuis 2018. D'accord, assez récent. Voilà, donc oui, il y a eu des étés plus secs, il y a eu surtout des moments assez étonnants. Alors, j'ai plus en tête l'année, il y a eu 4... Alors, on a eu le Covid aussi en même temps qui a fait une espèce de blackout sur ça, comme sur beaucoup de choses. Après, il n'y a pas assez de retour d'expérience pour vous dire, j'ai senti. On en reparle dans 50 ans, on fera un replay webinaire dans 50 ans. Là, c'est un peu court. Ok, très bien. Et peut-être une dernière question, pareil, un peu plus technique. Peut-être pour avoir plus de précision sur l'impact que ça a au sein du bâtiment d'alimenter les sanitaires avec de l'eau pluviale. Vous avez abordé effectivement le fait qu'il fallait peut-être un double réseau, mais est-ce qu'il y a aussi un impact sur peut-être le dimensionnement des gaines ou des plénums, et est-ce que ça génère un surcoût particulier au budget de l'opération? J'ai envie de dire, tout dépend de comment vous le faites et ce pourquoi vous le faites. Là, on est, j'imagine, plutôt sur les sanitaires, donc une utilisation vraiment intérieure. Ça va dépendre si vous alimentez l'eau, enfin si en fait vous avez mis en place un double réseau ou pas, si vous alimentez votre cube avec de l'eau potable quand elle est vide de manière à tenir la chose, et donc auquel cas il n'y a quasiment
aucun changement. Pour le reste, oui, si on dit double plomberie, quand on fait véritablement une double plomberie, forcément on met un peu plus de cuivre et donc après, est-ce que ça change sur le plénum, etc. Chaque cas est à considérer, mais c'est pas nécessaire, c'est ça que je veux dire, c'est pas nécessaire et je suis pas sûr, alors encore une fois, tout dépend de l'emploi que vous en faites et du volume. Si vous faites les 200 toilettes d'une énorme copro, 80 on va dire, on va se ramener à des copros un peu à taille humaine, ou si vous faites juste les 10 du rez-de-chaussée, c'est pas la même danse. Donc, il y a forcément un impact, c'est évident. Après, est-ce que ça change? Enfin, je pense pas qu'il faille rajouter 30 cm de hauteur sur les étages pour ça. Pour du bois, éventuellement oui, mais pas pour l'eau. Enfin, a priori, non. Ok, très bien. Et écoutez, je vous remercie, cher ami Jean-François, peut-être d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir partagé vos retours d'expérience. Merci aussi à tous ceux qui étaient connectés avec nous ce matin et puis pour toutes vos questions. Je remercie aussi Camille et Alexandra, que vous ne voyez pas, mais qui ont aidé à participer à l'organisation de ce 5e petit déjeuner technique. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le dernier petit déjeuner technique du cycle sur la gestion de l'eau. Ce sera le 6 décembre et on va parler de collecte et de valorisation des urines. Ce sera les mêmes horaires et le même format. Et donc, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.